Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des capacités d'auto-guérison du corps que nous avons tous et je pense que c'est important d'avoir conscience que notre corps a ces capacités. Alors on verra que dans certains cas, parfois elles ne s'activent pas ou le corps n'est pas en mesure dans les bonnes conditions pour se réparer et c'est là où notamment vont apparaître les maladies. Je vais vous parler de tout ça. Je vais d'abord vous parler de ces capacités d'auto-guérison. Quelles sont-elles puisqu'elles sont étudiées en biologie, en médecine, on les connaît. Et donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête que notre corps est parfaitement capable de se guérir et de comprendre en fait qu'est-ce qui va bloquer ces mécanismes d'auto-guérison pour pouvoir agir dessus et finalement réussir à se soigner. Alors je fais cette vidéo, je la refais, en fait ce sera pas tout à fait la même. J'avais fait une première vidéo qui date un peu de 2021 où c'était le tout début de mes vidéos et donc j'avais pas le même matériel et donc on n'entend pas très bien au niveau du micro. Donc là je vais dire la même chose et des choses aussi supplémentaires à cette première vidéo de 2021. Alors, démarrons avec les différents processus d'auto-guérison que possède le corps. Moi, je les ai étudiés quand j'étais en licence en biologie. Il y avait une chose qui m'avait frappée. Je me suis dit, mais si le corps a tout ce qu'il faut pour se réparer, pourquoi il y a des maladies? Et c'est finalement une question que j'ai eue en tête, qui m'a tenue quelque part en haleine pendant très longtemps, et c'est pour ça que j'ai tant étudié la biologie, les neurosciences, les différents processus de guérison et d'auto-guérison. Alors, il y a une première chose que possède le corps pour se guérir, ce sont les cellules souches. Donc, les cellules souches, vous en avez peut-être entendu parler. En quelque sorte, ce sont des cellules comme des bébés cellules, en fait. Elles n'ont pas encore de fonction. C'est des cellules toutes neuves, toutes fraîches et qui sont là un petit peu en attente. En attente de quoi? En attente d'être éventuellement utilisées puisque nous avons des stocks de cellules souches dans tous les organes, alors pas partout dans le corps, mais dans tous les organes. Par exemple, dans le cerveau, on sait qu'il y en a près de l'hippocampe, donc c'est une zone du cerveau très importante pour la mémoire. Il y a aussi une autre niche de cellules souches près des ventricules latéraux. Donc elles sont pas partout dans le cerveau, mais il y a certains endroits, certaines niches, par exemple. Et ces cellules, en fait, elles sont là au cas où on a besoin d'elles, au cas où il y aurait d'autres cellules qui seraient défectueuses, qui devraient être supprimées ou suite à une blessure. Voilà, il y a ces cellules souches qui peuvent être utilisées pour aller remplacer de vieilles cellules défectueuses ou suite à un accident, à une blessure, etc. Donc en fait, ce sont des cellules qui ont un potentiel pour venir remplacer celles qui sont défectueuses, tout simplement. Donc ça, c'est un des mécanismes de guérison du cerveau. Ce sont ces cellules souches. Une chose importante à savoir, c'est que ces cellules souches, contrairement à ce qu'on pensait pendant longtemps, elles ne sont pas là uniquement pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'à l'âge de jeune adulte, vers 20-25 ans, euh, uniquement quand le corps est en développement. Non, les cellules souches, on en a tout au long de notre vie, même les personnes âgées en ont. Alors après, on se rend compte que avec l'âge, dû à différentes conditions en fait de vie, que ça peut être l'hygiène de vie ou d'autres choses dont je vais parler dans la deuxième partie de cette vidéo, vont faire qu'elles vont pas forcément être utilisées ou voilà, le corps ne va pas réussir à les mobiliser s'il y a un problème, s'il y a une maladie. Mais en tout cas, elles sont là, donc le potentiel de guérison est là, même lorsqu'on est âgé. Un autre processus d'auto-guérison du corps, c'est la réparation de l'ADN. On a tout ce qu'on appelle en fait une machinerie moléculaire. Donc en fait, c'est plein de complexes de molécules, assez complexes d'ailleurs, qui va pouvoir se fixer sur l'ADN et vérifier en fait si notre ADN, le code génétique qu'on a, est correct, qu'il n'y a pas eu de mutation, qu'il n'y a pas eu de dommages faits à notre ADN. Et ça, on a ça dans toutes les cellules. Et si jamais cette machinerie moléculaire, hein, cette grosse molécule qui se balade sur notre ADN, qui est une autre molécule, hein, l'ADN, il y en a
voilà, vous avez votre ADN et puis il y a la grosse molécule qui se balade dessus pour lire le code génétique. Si on se rend compte qu'il y a un problème, une mutation ou un problème sur l'ADN, qu'il faut la réparer, le corps a la capacité de réparer notre ADN. Donc s'il y a une mutation, de rechanger la mutation avec le code d'origine. Ça, on est aussi équipé, notre corps, nos cellules sont aussi équipées pour faire cela. Alors, ce qui se passe parfois, c'est qu'il n'y a pas de possibilité, pour différentes raisons, de réparer l'ADN. C'est pas possible. Quand c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, il y a aussi des mécanismes qui vont pouvoir détecter quelle, euh, quelle cellule est défectueuse, notamment l'ADN de la cellule qui est trop défectueux. Et là, on peut aussi, le corps est équipé pour détruire la cellule défectueuse ne pas, enfin, et la remplacer éventuellement par une cellule souche dont je parlais juste avant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, moi, ça m'a impressionné quand j'avais appris ça, j'étais en deuxième année de licence à l'époque, en licence de biologie, c'est que finalement, on a aussi des cellules spéciales de notre cellule immunitaire, oui, de notre système immunitaire, pardon, qui sont capables de détecter une cellule cancéreuse, une cellule cancéreuse où l'ADN aurait beaucoup trop muté et qui se multiplierait sans s'arrêter de se multiplier. Donc ça forme après une excroissance, une boule, puis éventuellement un cancer. Mais ça, notre corps est équipé pour détecter ces cellules cancéreuses grâce aux cellules qu'on peut appeler les cellules tueuses naturelles, hein, les natural killers. Et ces cellules, en fait, elles vont détecter qu'une cellule est cancéreuse et vont envoyer un signal à notre système immunitaire de détruire cette cellule avant qu'elle devienne un cancer. Donc là aussi, en tant qu'étudiante, moi, je me posais la question, mais si notre corps a absolument tout ce qu'il faut pour détecter une cellule qui peut devenir un cancer et la détruire et neutraliser finalement le cancer avant même qu'il soit là, pourquoi il y a des personnes qui ont un cancer? Voilà. Et pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mécanismes ne vont pas fonctionner? Voilà. Donc ça, c'est plein de grandes questions qu'on peut avoir en biologie et qui ont été et qui sont encore étudiées par la science de nos jours. Toujours pour rester dans le domaine de l'ADN et clôturer ce chapitre, il y a en fait, un autre mécanisme d'auto-guérison qui en fait sont très multiples, qui vont être autour des gènes. On sait de nos jours que si on a des cellules parfois défaillantes ou certains gènes qui sont activés, on peut aussi les désactiver. Ou certains bons gènes qui sont désactivés, on va pouvoir les activer. Mais pareil, ça va dépendre des conditions. Et en fait, cette régulation, cette modulation des gènes, on appelle ça l'épigénétique. Alors maintenant, l'épigénétique, c'est pas mal connu du grand public. Il y a beaucoup de médecins, de biologistes, de chercheurs qui en parlent. Donc l'épigénétique, c'est tout ce qu'il y a autour de la génétique et ça signifie que nos gènes sont capables de se modifier. Donc notre code génétique, notre ADN ne fait pas tout. Et nos gènes sont capables de se modifier en fonction de notre environnement, de notre état de stress, de notre alimentation, en fait, de tout ce avec quoi notre corps est en interaction. Donc c'est énorme, hein, le nombre de facteurs qui peuvent modifier nos gènes. Donc parfois, quand il y a certaines maladies aussi qui apparaissent, il y a des gènes en lien, parfois en fait on peut se demander, mais si la maladie n'était pas là avant, est-ce qu'il y a eu des gènes qui se sont activés, qui auraient pu rester désactivés? Est-ce qu'on ne peut pas inverser le processus, etc. Pour vous donner un exemple qu'on m'avait donné à mon cours de biologie hein, et que je trouve assez parlant, c'est qu'on peut en fait, enfin je vais vous donner deux exemples plutôt. Le premier qui, moi, m'avait assez impressionné, c'est l'exemple des abeilles. On s'est rendu compte que juste en modifiant la nourriture des abeilles, ça va modifier en fait leur destinée en quelque sorte, puisque les quelques abeilles qui vont être nourries avec de la gelée royale, donc les larves hein, au début, donc c'est pas encore des abeilles, mais les larves qui vont être nourries avec de la gelée royale vont devenir des reines, alors que toutes les autres qui ne vont pas recevoir de la gelée royale mais juste du miel vont devenir en fait des ouvrières. Donc ça montre que juste un aliment va modifier carrément toute la biologie de l'abeille. Voilà.
Donc, c'est pour vous montrer à quel point l'épigénétique peut être très puissante, le fait que notre environnement peut influencer nos gènes et carrément tout le développement là d'une larve en abeille, mais tout le développement aussi d'un bébé, d'un enfant, même plus tard d'un adulte, ou si c'est plus le développement, ça peut être la guérison des maladies d'un adulte. Voilà, donc c'est très puissant. Il y a autre chose aussi qu'on s'est rendu compte dans des études entre différentes générations, c'est que les petits-enfants dont les grands-parents ont vécu une famine, ces petits-enfants-là étaient beaucoup plus sujets à l'obésité. En tout cas, les gènes avaient été changés pour pouvoir stocker plus de graisse. Et ça, c'est en réponse, c'est un mécanisme de survie. Les gènes se sont modifiés parce qu'à un moment donné, dans une génération donnée, il y a eu la famine et il aurait fallu pouvoir garder plus de graisse, stocker plus de graisse pour pouvoir survivre à cette famine. Et donc, deux générations plus tard, on se rend compte que bah, chez les petits-enfants, la capacité à stocker la graisse est beaucoup plus élevée que chez des petits-enfants dont les grands-parents n'ont pas vécu de famine. Donc ça aussi, c'est dû à l'épigénétique. Il y a une modification en fait des gènes toujours dans une idée, une logique de survie, hein, de nous faire survivre. Voilà. Et il y a un dernier mécanisme d'auto-guérison dont j'aimerais vous parler. C'est peut-être celui finalement le plus concret qu'on peut mettre en place le plus facilement. Parce que réparer votre ADN, évidemment, ça, c'est vos cellules qui le font. Il n'y a pas grand-chose à faire pour faire ça. Alors, il y a quand même des choses. Par exemple, les personnes qui vont être très stressées vont beaucoup moins réparer leur ADN parce que l'énergie va passer dans la réponse au stress et pas dans les mécanismes de guérison, par exemple. Mais je vais préciser ça dans la partie suivante. Le dernier mécanisme d'auto-guérison, c'est le nettoyage de manière générale. Un peu à l'image d'une voiture qu'il faut nettoyer. Il y a aussi la vidange à faire de temps en temps. Elle peut être sale, on va la nettoyer. Ou une maison, hein, il faut la nettoyer. Il y a des déchets qui s'accumulent, de la poussière, il y a les poubelles qu'il faut sortir, etc. Bah, c'est pareil au niveau du corps. Notre corps, pour fonctionner, il va aussi produire beaucoup de déchets et il va devoir les évacuer. Il y a des déchets que vous connaissez, que vous évacuez tous les jours quand vous allez aux toilettes, par les urines, en allant à la selle. Ça peut être aussi évacué à travers la transpiration, à travers la peau, etc. Donc ces processus de nettoyage vont permettre de maintenir le corps en bonne santé. Quand il fonctionne plus très bien, ça peut aussi faire dysfonctionner certains organes, certaines cellules qui sont remplies de déchets et qui n'arrivent plus à les sortir suffisamment. Ça va faire finalement dysfonctionner les cellules. Donc en nettoyage, on a quoi? Alors, déjà, j'ai parlé voilà, du nettoyage des cellules, hein. Notre système immunitaire est équipé pour nettoyer les vieilles cellules défectueuses ou les détecter, comme le cas des cellules cancéreuses, détecter ces cellules et les détruire. Et après, ça va former plein de déchets que d'autres cellules, qui sont un petit peu les éboueurs de notre corps, vont venir manger en fait ces déchets-là. Donc notre système immunitaire est capable de nettoyer les déchets. Le système immunitaire a aussi ce qu'on appelle la lymphe. Donc, ce sont des réseaux, de vaisseaux, comme les vaisseaux sanguins, sauf qu'il n'y a pas du sang dedans, mais de la lymphe. Quand vous vous coupez un petit peu, vous pouvez voir que bah, il y a le sang qui sort parce qu'il y a peut-être un vaisseau sanguin, une artère, une veine qui a été coupée, donc il y a le sang qui sort. Mais il y a parfois aussi un, euh, un liquide un petit peu translucide, transparent, un peu jaunâtre parfois. Ça, c'est la lymphe. La lymphe, elle est parallèle au système sanguin et en fait, elle va essayer de récolter tous les déchets de notre corps pour ensuite les évacuer. Et ça fait partie du système immunitaire. Donc c'est un peu, je vous parlais des éboueurs avant, qui sont ces cellules qui vont manger les déchets. Ben, la lymphe, c'est en quelque sorte les égouts, hein. Si notre corps était une ville, ben, il y a les égouts et c'est la lymphe. Ok. Et puis une manière concrète du coup d'évacuer ces déchets, ce sont à travers les émonctoires. Donc là, ça va être les reins et la vessie à travers l'urine, ça va être les intestins. Les intestins ne sont pas que là pour absorber nos nutriments, mais aussi pour sortir les déchets. Ça peut être quand les intestins ne fonctionnent plus très bien,
les poumons ou même la peau, à travers la peau, la respiration, les boutons, parfois l'acné, ce genre de choses. La peau va pouvoir, c'est aussi une grande surface en contact de l'extérieur finalement, donc elle peut sortir aussi certains déchets. Donc c'est important que ces émonctoires fonctionnent correctement pour pouvoir sortir les déchets du corps. Et puis, comme on est sur la chaîne de neuronaturel, je veux aussi parler du cerveau. Parce que le cerveau, pendant longtemps, bah, c'est resté un peu un organe mystérieux, déjà du fait qu'il soit bien protégé là dans cette boîte crânienne et qu'on n'y avait pas forcément accès. Maintenant, il y a des études, enfin des études et tout ce qui est la technologie avec la neuroimagerie. On peut, à travers des scanners, des électroencéphalogrammes, regarder le cerveau sans y pénétrer, hein, quelque part, sans être invasif. Et on s'est rendu compte que le cerveau ne se nettoie qu'à un seul moment de la journée. C'est pas comme par exemple les reins, l'urine, où vous allez aux toilettes plusieurs fois par jour. Donc il y a plusieurs fois par jour où ça va être nettoyé, hein. Le sang, la lymphe vont fonctionner et différents organes vont être nettoyés. Le cerveau, ça se passe pas tout à fait comme ça, probablement parce qu'il est tellement occupé la journée, le système nerveux est tellement sollicité quand on est en activité qu'il va pouvoir se nettoyer que pendant la nuit, plus précisément pendant le sommeil, mais pas n'importe quel sommeil, le sommeil profond. Et c'est là où c'est hyper important d'avoir du sommeil profond parce qu'il y a des personnes qui dorment mais qui en fait n'ont pas de sommeil profond et qui ne vont pas nettoyer leur cerveau. Et au bout d'un moment, bah, les déchets s'accumulent dans le cerveau. Alors le cerveau, il faut savoir qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin dans le cerveau. Il y a des vaisseaux sanguins tout autour de notre cerveau, au niveau des méninges, de la boîte crânienne, mais pas dans le cerveau. Dans le cerveau, on a ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, qui est un liquide spécial pour le cerveau et la moelle épinière, pour notre système nerveux. Et c'est ce liquide qui va aussi apporter les nutriments au cerveau, comme il n'y a pas de sang, mais c'est aussi pendant la nuit, pendant le sommeil profond, ce liquide, et on s'est rendu compte qu'il va bouger d'une certaine manière pour aller drainer tous les déchets et ensuite le faire passer finalement dans les vaisseaux lymphatiques qui sont à la périphérie du cerveau, et en fait après rejoindre le système lymphatique qui est les égouts du corps pour pouvoir être évacué par les émonctoires par la suite que j'ai mentionné. Ce système, on l'a appelé, si vous êtes curieux, le système glymphatique. C'est pas tout à fait un système lymphatique, il y a aussi voilà, le liquide céphalorachidien qui est mis en œuvre. Et on s'est rendu compte en fait que vraiment les Américains ont pris ce terme de la nuit, le cerveau flushes hein, pour se nettoyer. Flushes, c'est un peu la chasse d'eau. C'est pour vous donner une image que le cerveau, d'un coup, il y a des mouvements de liquide dans le cerveau qui vont venir vraiment tirer la chasse d'eau, comme une chasse d'eau. Il y a un mouvement de liquide pour nettoyer tous les déchets. Donc c'est voilà, où il y en a qui parlent de la machine à laver ou le lave-vaisselle, voilà, dans le cerveau, vous imaginez voilà, des liquides qui vont être en mouvement. Alors, à l'échelle du corps humain, ça va être des micro-mouvements, hein, ça va pas être comme un lave-vaisselle, mais ça vous donne l'idée de ce système. Et on se rend compte que ce système, il est notamment activé a priori par la noradrénaline pendant la nuit, d'autres aussi molécules, mais que justement, pour plein de raisons, parfois le programme de nettoyage du cerveau n'est pas activé pendant la nuit. Déjà, s'il n'y a pas de sommeil profond, il n'est pas activé, mais même quand il y a du sommeil profond, a priori, parfois, il peut ne pas être activé, ça va dépendre de pas mal de conditions. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie sur les différents mécanismes d'auto-guérison du corps, les principaux, les plus connus que j'avais envie de vous partager. Maintenant, on va aller dans la deuxième partie de cette vidéo de pourquoi finalement, parfois, malgré tous ces processus d'auto-guérison qu'a le corps, pourquoi parfois ils ne se mettent pas en œuvre et pourquoi parfois certaines maladies apparaissent finalement, voilà, que ce soit au niveau du cerveau ou ailleurs dans le corps. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec ces mécanismes d'auto-guérison, ils vont s'activer, ça va dépendre des conditions. Il faut mettre le corps dans certaines conditions pour que ces mécanismes d'auto-guérison soient activés. Sinon, ils vont pas s'activer et puis là, on peut accumuler les petits bobos, les défauts de l'ADN, les déchets, etc. Et puis les maladies finissent par apparaître.
Ok. Là, évidemment, je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mais quand je parle de maladies, je ne parle pas de maladies génétiques qui ne peuvent pas être modifiées, comme la trisomie 21 ou ce genre de choses. Je parle des maladies quand vous êtes en bonne santé, vous avez un corps qui fonctionne, et puis d'un coup, bah, il y a une maladie qui arrive. Ok. Donc, ça dépend des conditions. On va voir quelles sont ces conditions. La première condition, c'est tout simplement l'environnement de manière générale. L'air, l'eau, on sait de nos jours qu'il y a beaucoup de pollution dans l'air, il y a beaucoup de pollution dans l'eau, donc ça veut dire qu'on ramène des déchets en respirant ou en buvant de l'eau, en respirant de l'air et en buvant de l'eau, on apporte des déchets à notre corps, alors que lui, il n'a rien demandé, ça va être des choses en plus à évacuer, en plus des déchets qu'il produit lui dans son fonctionnement. Donc notre environnement va euh, beaucoup jouer l'ensoleillement aussi. Est-ce que j'ai assez de vitamine D, ce genre de choses, hein. Est-ce que j'ai accès à certaines choses? On sait que le cerveau va être plus reposé dans des environnements naturels plutôt que des environnements bétonnés. Ça va activer aussi un certain bien-être, donc ça va permettre une plus grande relaxation et peut-être un plus grand sommeil profond ensuite pour que le cerveau se répare la nuit. Ce genre de choses. Donc l'environnement, c'est très vaste, ok? Ça va être aussi nos relations sociales, par exemple. Il y a cette étude, je vais vous mettre différents liens après d'études en description de cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Mais par exemple, il y a cette étude faite sur 80 ans de Harvard qui a clairement démontré de manière très surprenante à l'époque que le fait de vieillir en bonne santé va notamment dépendre assez fortement de nos relations sociales. Si on a des bonnes relations, si on entretient, c'est pas forcément la quantité, il faut une quantité minimum, mais surtout c'est la qualité. Si j'entretiens des relations sereines, joyeuses, de qualité avec les personnes qui m'entourent et que je me sens entourée, je vais être en meilleure santé qu'une personne qui va se sentir soit isolée socialement, soit qui a certes euh, un entourage social, mais peut-être de piètre qualité, avec beaucoup de disputes, de tensions, de stress, de colère, etc. Ok. Donc ça va beaucoup jouer. On ne se rend pas compte, mais l'environnement social va énormément jouer sur notre santé et aussi quelque part du coup sur notre capacité d'auto-guérison. Alors, peut-être vous vous demandez pourquoi. Je vais vous donner un début de réponse, c'est qu'en fait, derrière, il y a ce qu'on pourrait appeler la résilience sociale. Le fait que d'être bien entouré socialement, avec des relations de qualité, va abaisser automatiquement notre niveau de stress. Or, on sait que le stress va bloquer nos capacités d'auto-guérison. Donc, si j'abaisse mon niveau de stress grâce à mes relations sociales, ben, mes mécanismes d'auto-guérison vont probablement de nouveau se réactiver s'ils étaient désactivés. J'en viens du coup à mon prochain point qui est le stress. Ça aussi, le stress, c'est la réaction la plus énergivore du corps, c'est-à-dire qu'elle nous prend le plus d'énergie. Euh, Pourquoi? Parce que si j'active la réaction du stress avec l'adrénaline, le cortisol, ça vient dire à mon système nerveux qu'il y a un danger. Donc, il faut d'abord que je survis au danger pour ensuite penser à faire les autres choses, c'est-à-dire notamment me nettoyer et me guérir. Donc, tant que je suis stressée, la guérison passe au second plan. Ça sert à rien que je me guérisse d'une blessure, d'un bobo, si de toute façon je vais être prêt à me faire croquer par un lion qui est en face de moi. Vaut mieux que je mette toute mon énergie dans la réponse en stress pour fuir le lion, et c'est qu'une fois que je serai à l'abri et en sécurité, que je pourrais réactiver mes mécanismes d'auto-guérison pour me guérir, parce que là, bah, j'aurais pas d'urgence de survie. Or, le problème dans notre société moderne, c'est qu'on va activer notre réaction du stress pour l'email de notre patron, par exemple, pour trois fois rien, pour une mauvaise nouvelle, je sais pas, les impôts, l'ex-mari, les enfants, que sais-je, enfin voilà, le bus est en retard, ça va m'énerver, enfin voilà. Donc pour n'importe quoi, on va activer notre réaction au stress et pour n'importe quoi, notre cerveau, lui, il croit qu'on est encore en pleine savane qui a un prédateur et donc qui dit stress dit je coupe tout, je me guéris pas, c'est pas le moment, là, il y a d'autres priorités. Et donc, des personnes qui vivent constamment dans un environnement où elles sont stressées, c'est pas pour rien que parfois il y a des maladies qui apparaissent, voilà, qui a priori ne devraient pas être là.
c'est en fait, c'est pas le stress qui a créé la maladie, c'est le stress qui a coupé les mécanismes d'auto-guérison du corps. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est par effet d'accumulation. Chroniquement, les déchets se sont peut-être accumulés. Chroniquement, l'ADN ne s'est pas réparé. Chroniquement, les cellules ont vieilli de manière accélérée à cause du stress, d'ailleurs, mais en plus n'ont pas été remplacées, renouvelées. Bon, au bout d'un moment, l'organe finit par dysfonctionner et on a une maladie. Voilà. Ça, je pense que le stress, c'est le facteur numéro un actuellement dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés occidentales, qui fait qu'on a des maladies, une explosion de certaines maladies, clairement. Le prochain point qui peut bloquer les mécanismes d'auto-guérison du corps, ça va être l'hygiène de vie. On en parle de plus en plus et je trouve ça très bien parce qu'en fait, ce sont la base d'une bonne santé, les piliers de l'hygiène de vie. J'ai déjà mentionné le sommeil quand j'ai parlé des mécanismes d'auto-guérison et de nettoyage du cerveau. Le sommeil est hyper important. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on se sent en forme le matin et qu'on a l'impression d'avoir dormi parce qu'on s'est pas réveillé qu'on a eu du sommeil profond. Or, le sommeil profond, il me semble que c'est environ 20% de notre nuit ou 2 heures par nuit, ça dépend des personnes. Ça dépend aussi si on est malade ou pas, etc. Euh, mais c'est le seul moment de la nuit où en fait notre corps va vraiment se réparer et notre cerveau va se réparer. Ok. Donc si j'ai pas de sommeil profond, bah en fait pas de réparation du cerveau, beaucoup plus grand risque de maladies neurodégénératives parce qu'en fait le cerveau va tellement accumuler de déchets qu'il va pas pouvoir évacuer qu'au bout d'un moment tous ces déchets vont asphyxier les neurones. Hein. C'est typiquement dans la maladie d'Alzheimer avec les plaques amyloïdes accumulation de déchets tellement fort que ça asphyxie les neurones et les neurones finissent par mourir. Voilà, donc, et c'est que un exemple, ok? Mais par exemple, voilà, avoir un très bon sommeil, c'est hyper important. J'ai fait des vidéos sur le sommeil, allez les voir si vous voulez creuser là-dessus, parce que si vous dormez mal, par exemple. Dans l'hygiène de vie, il y a l'alimentation. On sait de nos jours, grâce à la psychonutrition, la neuronutrition, si vous connaissez pas, j'ai aussi fait une vidéo d'introduction dessus euh, l'alimentation va influencer le fonctionnement de notre cerveau, mais aussi les capacités d'auto-guérison du corps. Parce que pour guérir un corps, il faut avoir certains nutriments. Je parlais de vitamine D, il y a le magnésium, il y a le zinc pour l'ADN, hyper important. Si vous êtes en carence de tout ça, comment votre corps peut fonctionner métaboliquement parlant? C'est-à-dire, il va pas pouvoir faire les bonnes réactions moléculaires, les bonnes réactions chimiques pour se réparer, tout simplement. Donc l'alimentation, le fait de ne pas avoir de carence, hyper important pour l'auto-guérison du corps. Il y a aussi des choses, quand je parle d'hygiène de vie, ça va être l'activité physique. On sait que le sport va activer la production de cellules souches dans notre cerveau, par exemple. Ça va activer, quand on va bouger, en fait, ça va activer notre système lymphatique, donc ce réseau de vaisseaux à côté du système sanguin je vous parlais des égouts du corps, si c'était une ville, ça va activer en gros nos égouts et ça va permettre beaucoup plus l'évacuation des déchets. Donc c'est important de bouger tous les jours. C'est pas pour rien qu'on dit que la sédentarité tue, bah, c'est aussi ça derrière. Voilà. Donc j'ai mentionné l'activité physique, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène de vie plutôt sociale, parce que les personnes qui consomment beaucoup d'alcool, par exemple, l'alcool consommé le soir, ça supprime votre sommeil profond. Ça, c'est important de savoir. Alors oui, les gens disent, ah bon, moi, quand je bois de l'alcool, pourtant, je dors beaucoup mieux. Alors oui, vous vous endormez beaucoup plus vite parce que l'alcool est un sédatif, donc on s'endort beaucoup plus vite. Par contre, on reste bloqué en sommeil léger. Et donc on dort, mais que en sommeil léger, il n'y a pas de sommeil profond. Voilà, donc boire de l'alcool tous les jours, c'est même à petite dose, c'est vraiment pas une bonne idée si vous voulez un cerveau qui fonctionne correctement. Ça ralentit notre cerveau, ça ralentit toutes les cellules de notre corps, ça vient attaquer, hein, l'alcool c'est une molécule un petit peu qui attaque toutes notre cellule et ça accélère le vieillissement des cellules. Voilà. La cigarette aussi, c'est très mauvais pour la santé. Enfin, voilà, tout ce qui est la base de l'hygiène de vie, en fait, si vous avez une très bonne hygiène de vie, il y aura beaucoup plus de mécanismes d'auto-guérison du corps qui vont s'activer et se maintenir et garder votre corps en bonne santé que, si vous avez une mauvaise hygiène de vie.
il est fort probable que certains mécanismes d'auto-guérison vont pas toujours être actifs ou pas du tout actifs. Enfin, il y a une autre règle, la dernière règle que je vais vous partager. De manière générale, il faut répondre aux besoins de son corps. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, négligent le sommeil parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. Certes, mais en fait, pendant le sommeil, il y a plein de choses qui vont se passer dans notre corps. Or, là, on ne va pas répondre à son besoin de sommeil. Il y a aussi le besoin de repos. N'est pas censé être tout le temps en activité, tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de faire des choses. Il y a des fois, on a besoin de calme et vraiment de repos, pas toujours être dans des activités. Il y a des personnes, je vois, c'est vrai que dans notre société, on est très sollicité par les loisirs. On va être constamment en train de travailler la semaine, et puis le week-end, il faut toujours faire des sorties, des choses incroyables, des concerts, plein de trucs. Alors oui, super, c'est chouette, mais parfois avoir des moments de calme où on a une journée où on fait rien, on se repose. En fait, c'est nécessaire à notre corps. On a ce besoin de repos. Ça, c'est hyper important. Répondre à ces besoins, quand j'ai soif, je vais boire. Quand j'ai faim, je vais vraiment manger et je vais vraiment bien me nourrir. C'est en lien avec l'hygiène de vie. Quand je sens que j'ai besoin de bouger, je vais aller bouger. Quand j'ai besoin de m'oxygéner, je vais me faire ma balade de 10 minutes pour ma pause, même si ça fait que 30 minutes que je viens d'arriver au boulot. Enfin, voilà, c'est ressentir ce qui se passe dans notre corps, revenir au corps et répondre à ses besoins. C'est hyper important. Plus je réponds aux besoins de mon corps, plus il va avoir la capacité et être, oui, avoir la capacité pour se guérir, tout simplement. Voilà, alors j'aimerais terminer cette vidéo maintenant que je vous ai donné les différents processus d'auto-guérison et qu'est-ce qui peut les activer ou les bloquer dans votre vie. Je vous invite vraiment à réfléchir un petit peu parce que si vous regardez cette vidéo, c'est pas un hasard, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est que vous êtes venu chercher certaines informations, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous avez eu une maladie, vous êtes en cours de guérison mais ça guérit pas totalement, enfin peu importe où vous en êtes. Je vous invite à réfléchir dans votre vie, qu'est-ce qui n'a pas été respecté là où vous ne vous êtes pas respecté. Aussi, là où vous n'avez pas respecté votre corps et ses besoins. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce qu'il y a trop de stress? Est-ce que vous êtes dans un environnement? Renseignez-vous, est-ce que votre eau est très polluée? Si vous buvez l'eau du robinet, est-ce que vous la filtrez? Est-ce que vous la filtrez correctement? Est-ce que c'est un environnement très pollué au niveau de l'air? Est-ce que vous vous reposez assez? Est-ce que vous avez trop de charge mentale, trop de stress, trop de... Voilà, enfin, vous pouvez réécouter cette vidéo tranquillement et juste faire un petit peu le point dans votre vie de où vous en êtes. Parce qu'il y a une chose, moi, il y a un principe que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à l'époque avec la naturopathie et que j'aime beaucoup de cet aspect-là de la naturopathie, c'est que finalement, quand on donne tout ce dont le corps a besoin, il est capable de se guérir, il est capable de revenir à l'équilibre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe de plus en plus dans les études en biologie et en médecine, hein. Il y a de plus en plus de médecins, c'est pas pour rien qu'ils se tournent aussi, qui s'intéressent aux médecines douces, à l'homéopathie, à la naturopathie, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une certaine sagesse dans ces pratiques. On va remettre le corps au centre, on va remettre la personne au centre, on va redonner les cartes en main à la personne. Moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Je ne donne pas de pilule magique, je peux proposer des plantes, des compléments alimentaires. Évidemment, parfois il faut passer par là, mais ça va pas être le cœur de ma pratique parce que parfois je vais vous expliquer comment vraiment avoir un bon sommeil, comment vraiment avoir ce sommeil profond et réparateur, quelle alimentation il va falloir avoir dans votre cas, si c'est un burn-out, si c'est une dépression, si c'est de l'anxiété, parce que dans l'anxiété, l'alimentation peut aussi jouer. Voilà, enfin. Vraiment, vous redonnez les cartes en main pour que vous puissiez mettre en place des choses concrètes, des actions concrètes dans votre vie où va y avoir une action sur votre santé et sentir qu'en fait c'est vous qui êtes l'acteur de votre santé, c'est vous. On est tous acteurs de notre santé, on est tous quelque part responsables de notre santé. Alors je sais qu'avec notre ère, qui l'est de moins en moins, mais qui était très pro-médicaments, où on avait l'impression que il y avait quelque chose de l'extérieur qui allait nous guérir, non, c'est d'abord avant tout nous. On peut s'aider de choses extérieures, même de médicaments, mais il faut pas oublier que ce sont des béquilles, ce sont des soutiens, par moments on en a besoin, mais il faut aussi savoir euh, marcher sans béquilles finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez appréciée, vous souhaitez soutenir
mon travail, je vous invite à mettre un j'aime sous la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'un soutien beaucoup plus profond et venir d'échanger avec moi en séance pour voir ce qui peut être mis en place, vous avez également tous les liens sous la vidéo pour prendre rendez-vous ou voir les différents programmes et accompagnements que je propose. Voilà, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de bien prendre soin des mécanismes d'auto-guérison de votre corps. Et je vous dis à très bientôt.